Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo série top où on va parler d'une série de mon enfance, une série qui a marqué un peu ma jeunesse dans les années 90 avec Buffy contre les vampires, Stargate SG1 que j'ai ici. Lorsque j'ai fait le top 15 de mes séries préférées, ça a un tout petit peu surpris certaines personnes que je ne compte pas Stargate SG1 là-dedans alors que je l'affichais comme ça. Et la réponse elle est simple, c'est que j'aime beaucoup cette série pour ce qu'elle raconte, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais il y a peu de moments vraiment grandioses qui la font s'élever extrêmement haut, alors que quand on compare ça, je sais pas moi, à Supernatural, certes Supernatural, les dernières saisons, c'est beaucoup moins bon que la qualité normale de Stargate SG1, mais voilà, les premières saisons, les 5 premières saisons sont géniales et ont des moments, des points d'or énormissimes, là où Stargate SG1 atteint ça un tout petit peu mais pas ultra souvent en fait. Et voilà, c'est ça le truc que je tiens à dire de bien et à la fois de pas bien sur cette série, c'est que cette série s'est gardée globalement une qualité constante du début à la fin, durant ces 10 saisons. Sérieusement, il n'y a aucune de ces saisons que je vous conseillerais de sauter. Peut-être la 8 un tout petit peu à certains moments. Ils sont dans une phase de transition et c'est pas extra, mais elle reste quand même bien. Mais il n'y a aucun moment où je vous dirais, punaise, ça devient un pic de narration, on est pris aux tripes à un niveau extraordinaire. Pas tout à fait à ce stade-là en ce qui me concerne. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ça n'est pas tout à fait tombé aussi haut pour moi, même si ça a beaucoup de mérite. Ça s'est posé un univers très riche, très fort autour du concept du film de Roland Emmerich, Stargate, en essayant de l'étendre le plus possible et en créant, je trouve, quelque chose de très bien fichu en termes de nombreuses caractéristiques, d'endroits visités, de peuples rencontrés, d'alliances, de conflits mis en place. Il y a beaucoup de choses qui sont très prenantes à suivre et qui valent vraiment le coup d'être suivies. C'est une très bonne série de SF que je recommande chaudement. Et comme je l'ai dit, avec Buffy, c'est une des séries qui m'a vraiment marqué jeune et dont je garde encore une trace maintenant, contrairement à d'autres que j'ai suivis à peu près dans les mêmes eaux et qui restent des souvenirs nostalgiques mais que j'ai pas particulièrement envie de me revisiter, quoi. Comme X-Files par exemple, un tout petit peu, le Caméléon, c'était bien dans mes souvenirs mais c'est pas un truc, ah tiens, il faut absolument que je revoie ça. Beaucoup de séries comme ça m'ont laissé une marque sympathique mais pas indélébile comme Stargate SG1 et Buffy contre les vampires. Donc ça vaut beaucoup pour moi, ça les met vraiment à part, ces deux séries vraiment incontournables de mon enfance pour ça. Et comme Buffy contre les vampires, Stargate SG1 a eu droit à pas mal de produits dérivés qui sont de très bonne qualité aussi, dont je parle très vite. Stargate Atlantis, dont j'ai également le coffret DVD, qui est une très bonne série dérivée spin-off que je trouve peut-être même très légèrement supérieure, tellement elle est bonne. Et peut-être que j'en parlerai en direct top 1 de ces 4 si cette vidéo a du succès, ce dont je doute fortement, parce que je me doute que voilà, une vieille série, pas animée, ça parlera pas à tout le monde. Mais bon, sait-on jamais, hein, peut-être que je vais être surpris, mais j'y crois pas des masses. Hein. Je pense que ça va pas connaître un succès fou, cette vidéo, malheureusement. Et ouais, j'hésitais un petit peu à traiter ça juste après Buffy contre les vampires en série top. Parce que voilà, deux séries live des années 90, c'est peut-être un petit peu too much d'un coup pour ceux qui sont pas dans le délire. Et voilà, étant donné que je me suis revisité cette série entièrement, je me suis fait un rattrapage, je me le suis regardé une nouvelle fois dernièrement, je me suis dit, tant que c'est frais, c'est pas plus mal parce que, punaise, 214 épisodes 214 épisodes, les notes que j'ai prises, il y en a beaucoup, et ouais... c'est déjà difficile de me rappeler en détail de tout par rapport au titre, etc. Si après coup je laisse reposer ça et que ça s'efface de plus en plus, je sens que ça va être un gros bordel de bien me repérer sur ce que je préfère, sur ce que je préfère pas. Donc autant faire ça tant que c'est frais dans ma tête. Parce que bon, j'aime beaucoup cette série, je me souviens pas par cœur de son déroulé, de tous les épisodes en particulier, etc. Donc tant que c'est chaud, on en parle. Et puis je me suis rendu compte que pas mal de séries animées commencent un petit peu à s'estomper dans ma tête et je suis pas sûr de l'ordre que je donnerais en fait aux épisodes. Par exemple, j'ai envie de faire la Ligue des Justiciers, la série de Bruce Timm et Paul Dini des années 90, début 2000.
Mais en essayant de me remémorer une partie des épisodes, il y en a beaucoup qui sont trop flous dans ma tête. Et ça me paraîtrait un petit peu injuste, pas légitime de tacler ça, de lister ça par ordre de préférence, alors que c'est un petit peu trop flou, vous voyez. Donc ça va mériter, je pense, une partie de ces séries de m'y replonger en détail, de me revoir un petit peu le total avant de faire la liste. Étant donné que celle-là, ça fait partie des rattrapages que je me suis fait, c'est un petit peu important, c'est plutôt opportun de m'en occuper tout de suite. Donc voilà, j'espérais que cette intro n'a pas été trop chiante, et avant donc de parler du meilleur, du pire en termes d'épisodes, parce que putain, c'est une longue liste que je me suis faite, il va falloir pas mal débrailler ça, parce que très bien que je fasse un petit topo, pour les gens qui, une fois de plus, ne connaîtraient pas la série mais ont envie de m'écouter, ma voix angélique, mon talent naturel en orateur, tout ça. Donc, ouais, je vous fais un petit peu le topo pour que vous soyez pas totalement perdus. Stargate SG1 reprend donc le scénario du film Stargate de Roland Emmerich autour d'une porte des étoiles qui a été trouvé en Égypte et qui mène à un autre monde. Et la série a décidé d'étendre ça en reprenant les personnages de base, en changeant une bonne partie des acteurs parce qu'il y en a certains qui étaient peut-être un petit peu trop chers pour eux, et en créant donc cette nouvelle propriété du fait que la Porte des Étoiles peut en fait se rendre à différentes planètes, des tas de planètes disséminées à travers la galaxie qui sont vivables, qui découlent d'une logique qui a été un tout petit peu pointée dans le film, mais qu'en étant de façon plus poussée, c'est-à-dire que les populations des différentes planètes de la galaxie sont peuplées d'humains qui vivaient sur Terre, parce que la Terre c'est le berceau de tout, qui ont été amenés ailleurs pour servir d'esclaves au Goa'uld, une peuplade de parasites qui se prennent pour des dieux en utilisant de la technologie afin donc de se créer des armées avec beaucoup de propriétés qui vont avec, les Jaffa qui leur servent à la fois de réceptacles pour les maintenir en vie le temps qu'ils grandissent et qui donc sont leurs serviteurs parce qu'il y a cette espèce de dépendance entre un détail sur lequel je reviendrai, mais il y a beaucoup de détails sur lesquels revenir. Bref, ça va être un conflit à travers cette porte des étoiles qui sera gardée sur Terre par l'armée américaine et on va y avoir pas mal de politique autour de ça, on jouera pas mal sur la politique autour de ce concept-là, tandis que oui, on luttera contre la menace Goa'uld, on découvrira d'autres planètes, ce sera vraiment une mission d'exploration où il y aura beaucoup de choses à faire, pas juste lutter contre les Goa'uld, et où on suivra une équipe particulière SG1, donc le programme Stargate avec l'équipe SG1 au centre, qui vivra la quasi-totalité des aventures. C'est peut-être un truc que j'aurais pas été compte de voir sur le principe, voir de temps en temps d'autres équipes avoir leurs propres aventures, plutôt que de se centrer surtout sur les 4 mêmes à chaque fois, mais si, et ils sont très réussis les 4 personnages principaux, même s'ils changent un petit peu au fur et à mesure, parce que je vais parler un petit peu donc du déroulé. Alors, il y a 3 gros arcs, je dirais, dans cette série, décomposée donc en 10 saisons. Les saisons 1 à 4, je dirais que c'est l'arc Apophis, Apophis étant le Goa'uld principal qu'ils affrontent, c'est pas le seul, mais c'est le principal, le big boss, qui a ses hauts et ses bas. Il y a une petite parenthèse Sokar, à un moment donné on croit qu'Apophis c'est fini, mais le principal Sokar finit par être détrôné par Apophis, il revient sur le marché, plus puissant que jamais, pour finir par être battu à la fin de la saison 4, début de la saison 5, premier épisode de la saison 5. Et donc à partir de la saison 5, on mettra en place une nouvelle menace, un nouveau grand méchant, Anubis, un peu plus puissant qu'Apophis, puisqu'il bénéficie d'un pouvoir un peu spécial et de connaissances plus évoluées, et donc il est plus dangereux. Tandis qu'il y aura une autre menace qui se profilera avec les réplicateurs au bout d'un moment, qui sont donc des machines créées par un autre peuple, les Asgard, qui reprennent la mythologie nordique, parce que voilà, la mythologie égyptienne c'est pour les Goa'uld, aussi la mythologie grecque, on mélange les deux, et il y a la mythologie nordique pour les Asgard. On essaye un petit peu de justifier la logique de ces mythologies par des choses qui seraient vraiment passées d'un niveau extraterrestre. Je trouve ça assez drôle, plutôt finement pensé à certains points. Et ouais, donc il y a ces machines qu'ils ont créées qui ne pensent qu'à survivre et qui sont très destructrices, et qui ont fini par évoluer et deviennent de plus en plus dangereuses. Donc ça va jongler entre ces deux menaces principales, c'est saison 5 à 8. Et la saison 8, ce sera donc la fin d'Anubis et des réplicateurs à 2-3 détails près. Et il restera
plus que Bal en tant que Goa'uld important, qui jouera un rôle pas anodin. Bal, celui qui reste le plus longtemps, ce gars, il est très récalcitrant, ce mec. Et surtout, la nouvelle menace, les saisons 9 à 10, avec les Zori, des créatures divines qui ont fait l'ascension, un autre concept sur lequel je pourrais m'étendre un petit peu, parce que comme je dis... Très riche, 214 épisodes, c'est compliqué de tout résumer quoi. Il y a donc une nouvelle menace qui entre en jeu alors qu'on découvre un autre pan de l'univers beaucoup plus éloigné et qui sera intéressé à convertir la galaxie telle qu'on la connaît et donc qui se posera être une menace très imposante, très intéressante de personnes qui ont des pouvoirs quasi divins en fait. Ils peuvent guérir, ils peuvent contaminer les gens, ils ont les pouvoirs de Moïse en fait dans les 10 commandements presque. Et c'est très intéressant parce que les Goa'uld assez vite, on voit qu'ils ont leurs limites, leur technologie est difficile à combattre mais pas imbattable assez vite, alors que les Zori c'est une menace qui dès le début envoie du pâté et t'as vraiment peur. Et je trouve que c'est un conflit très intéressant dans ces saisons 9 et 10 par rapport au fait que on sait augmenter les gens en jeu à un niveau vraiment notable. Ce sont des ennemis vraiment féroces à affronter et j'aurais pas été contre peut-être une 11e saison pour mieux conclure ça plutôt qu'un film rapide, L'Arche de Vérité qui a été fait après coup, qui expulse ça un peu vite. J'avoue que ça aurait été un petit peu mieux. Il y a néanmoins suffisamment de choses qui sont bouclées et c'est clairement une série finie, beaucoup plus que ce que je pourrais en dire pour Stargate Atlantis qui a suivi le spin-off, qui se termine malheureusement sur une fin un peu ouverte, qui peut vaguement s'apprécier dans l'absolu, et encore moins pour Stargate Universe parce que punaise, cette série a le potentiel d'être la meilleure du lot et vous l'avez gâchée parce qu'elle n'a pas connu assez de succès, c'est très chiant. C'est très chiant de voir des séries avec un potentiel énorme aussi intéressantes à suivre, ne pas avoir autant de succès. Néanmoins, c'est pas sur ça qu'on se centre parce que sinon, ça va être très long. On se centre donc sur cette partie-là, ce gros morceau Stargate SG1, 10 saisons, plus de 200 épisodes. Pas mal de changements puisque je ne me suis pas étendu là-dessus, mais au bout d'un moment, il y a des acteurs qui reviennent pas, des acteurs nouveaux qui arrivent. L'acteur qui joue Daniel Jackson, Michael Shanks, est parti pendant une saison, a été remplacé par Jonas Quinn. Et c'était assez marrant de voir Parker Lewis faire équipe avec MacGyver. J'avoue que c'était vraiment un morceau vraiment de ma toute jeunesse qui revenait comme ça, il y a un crossover que je voyais pas venir. J'aime beaucoup Jonas Quinn. C'était pas juste un Daniel Biss, quoi, il essayait vraiment d'apporter sa nouveauté. Et oui, dans la saison 8, il a fini par être de plus en plus effacé, Jack O'Neill. Un peu l'acteur principal qu'on voyait, Richard Dean Anderson, il pouvait plus trop venir, donc il était plus effacé, moins présent, pour avoir un rôle un tout petit peu notable, mais pas régulier dans les saisons 9 et 10 où il était un petit peu remplacé par de nouveaux acteurs réguliers, c'est-à-dire Cameron Mitchell, de nouveaux personnages, je ne me souvenais pas leur acteur quoi, Cameron Mitchell et Vala Maldoran. J'aime beaucoup Cameron Mitchell, il a su s'imposer assez vite. Voilà, il a fallu un peu de temps pour l'accepter, mais au bout d'un moment, elle est devenue sympathique aussi. J'ai rien contre cette nouvelle équipe. Et les saisons 9 et 10 ne font pas tâche pour moi. Vraiment. Et elles font un petit peu à part, parce que voilà, on pose une nouvelle menace, on change un tout petit peu l'équipe, mais elles ne font pas tâche. C'est des saisons 9 et 10. Elles ont leur moment fort et elles méritent d'être vues en même temps que le reste. Maintenant que c'est dit, maintenant je me suis penché sur le principe global de cette série, en espérant que j'ai pas perdu ceux qui sont là juste pour m'entendre parler, et ben on va se pencher sur ce qui est meilleur ou pas en termes d'épisodes, en commençant par le flop 5. Il y a pas mal d'épisodes à citer là-dedans, pas mal d'épisodes que je trouve un peu médiocres dans l'absolu, aucun épisode que je trouve vraiment ultra irritant, à part peut-être le numéro 1, mais il y a beaucoup d'épisodes qui sont, dira-t-on, un peu plus discutables que les autres, pas très marquants, un peu plats dans l'absolu, où
pas très bien pensé dans l'incorporation globale. Il y a certains épisodes comme La pluie de feu par exemple, où Jack O'Neill finit sur une terre perdue pendant des mois et des mois et pense à refaire sa vie ici. Tu te dis, oh, c'est important, ça pose quelque chose de très fort pour le personnage et son évolution. On s'en fout royalement, ça n'aura aucune importance plus tard, quoi. On le retrouvera au bout d'un moment, il continuera sa vie. Ce genre de truc est un petit peu ennuyeux, quoi, quand on essaye de faire quelque chose de dramatique, de tragique sur une période importante et que ça n'a aucune répercussion par la suite. Par exemple, je peux citer ça, et oui, certains épisodes qui sont un peu plus dommageables que d'autres à ce niveau-là, un peu bébêtes. Des potentiels un petit peu gâchés, comme le gardien du jeu de la saison 2, un concept très cool de quelqu'un qui fait revivre à nos héros leur expérience passée traumatique et il essaye un petit peu de changer le scénario sans que ça n'aille très loin. On va pas très loin là-dessus et au bout du compte, on essaye de jouer sur ce principe de façon très leste et c'est pas très marquant. En particulier le flashback sur Daniel et son traumatisme d'avoir perdu ses parents, c'est traité tellement à la légère en bout du compte et ça aurait mérité d'être beaucoup mieux traité que ça, plus exploité que ça. Voilà, des éléments de ce genre-là qui sont pas extra, mais qui sont pas horripilants, vraiment, c'est juste une aventure de moment qui s'oublie, et c'est majoritairement mis en scène de façon acceptable pour pas que ce soit affreux à regarder, quoi. Il y a pas mal d'épisodes comme ça qui sont un petit peu ennuyeux. Je sais pas si je vous fais une liste, au bout du compte on s'en fiche un petit peu. J'ai pas de truc précis en tête pour les mentions déshonorables là-dessus. On va se lancer direct sans plus tarder sur mon flop 5, en commençant par le numéro 5, Rien à perdre. Ce qui va me permettre de me pencher sur un élément régulier, récurrent de cette série, les clip shows. Et oui, ça n'arrive pas que dans les séries que je n'aime pas, les séries que j'aime malheureusement tombent dans ce cas-là et... Comment dire... c'est pas affreux dans l'idée. Voilà, la plupart des clip shows qu'on voit, il y en a 5, il y a 5 clip shows importants. 4 d'entre eux, je les accède parce que ça se met dans des circonstances où on comprend un peu ce besoin de raconter les aventures de notre équipe pour faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît pas la chose, qui découvre la chose, ce qui se passe en fait. Pour essayer de plaider quelque chose, de plaider la non-fermeture de la porte des étoiles, parce que vraiment, une fois de plus, le côté politique là-dedans est pas mal appuyé. Et il y a des gens qui veulent pas dépenser l'argent du contribuable là-dessus. Par exemple, on essaye un petit peu de plaider ça aussi face aux Nations Unies, au G5. Ouais, à une époque où la Russie était pas aussi mal vue que maintenant. c'est assez ironique maintenant, mais oui, on essaye de mettre en place une espèce de lien, d'amitié entre la Russie et les États-Unis, un petit peu faiblard, mais quand même une espèce de relation entre ceux-là qui est assez drôle, assez ironique à voir. Maintenant, on essaye d'appuyer le côté découverte de ces aventures pour ceux qu'on met en avant et que ça a une importance, que ça signifie quelque chose à plusieurs occasions. Donc les 4 premiers clips shows, je n'ai aucun problème, c'est le dernier qui me pose problème, donc rien à perdre, on y vient enfin, qui repose sur un mec qui a découvert une espèce d'objet alien qu'on a vu rapidement avant, et qui lui fait avoir des souvenirs, des flashs de ce qui se passe avec l'équipe SG1. Des aventures en tout genre, et donc il vit sa vie normale en ayant tous ses flashs, et en se disant tiens, je vais raconter ces histoires parce que je trouve ça super fort. Il en fait une obsession, il se dit tiens, je vais écrire ces nouvelles, et ça devient tellement une obsession que le gars finit par perdre sa femme, finit par être boudé par ses clients parce que c'est un coiffeur qui se débrouillait bien avant. Et c'est un peu ridicule pour moi. Ça a pu un petit problème que j'ai avec 2-3 autres épisodes, cette espèce d'aspect cassage du 4e mur un peu cynique sur ouais, on a conscience de ce que les spectateurs peuvent un petit peu contredire ou ce sur quoi ils seront pris, ce qu'ils veulent savoir, le délire des furlings par exemple, c'est-à-dire on a parlé des furlings dans la saison 2, quand est-ce qu'on va les voir? On les voit jamais, on s'en fout, ce genre de truc par exemple, c'est marrant à certains moments et à d'autres moments c'est tellement rentre dedans ce côté commentaire, clin d'œil aux spectateurs, hein, on comprend, on a vos retours, tout ça, et tout ça autour d'un personnage qui
pour moi, n'est pas attachant. Tout simplement, ce gars-là n'a pas vraiment de raison de tomber aussi bas alors qu'il a ses flashs dans sa tête, d'en faire une obsession au point de tout perdre. Surtout qu'au début, on voit que les gens sont intéressés par ça, au bout d'un moment, ils en ont marre. Pourquoi il comprend pas le signal? Pourquoi il s'arrête pas là? Et le plus gros par rapport à ça, c'est qu'on finit par justifier le fait que cet artefact l'a mis en lien avec Jack, qui, depuis 7 ans, a eu des flashs de sa vie, et on n'a jamais parlé. Et c'est le gag. C'est un truc que vous amenez un petit peu n'importe comment, et je trouve ça d'autant plus grossier que vous jouerez là-dessus plus tard, en fait. Hein. Ça sera un élément un petit peu important du début de la saison 9, quoi. Donc, je sais pas, j'ai un petit peu de mal, personnellement, un petit peu de mal. Ouais, c'est un peu ridicule, il y a des moments drôles là-dedans, mais ouais, le personnage central est pas attachant, pas particulièrement prenant, et ouais, la conclusion finale est grossière. C'est un épisode qui assume trop son ridicule du fait qu'il le devient un petit peu trop malgré lui pour moi. Et ouais, le clip show était trop forcé sur ce coup-là. Là où les autres cas, c'était un peu plus mérité, n'était pas vraiment trop répréhensible en ce qui me concerne. Là, ça l'est un petit peu quand même. Numéro 4, Émancipation, la première exploration qu'on fait après la grosse introduction de la série. Et la première aventure que vous avez, c'est tomber dans une tribu ultra vieux jeu de pseudo-indiens, je sais pas trop quoi, qui traitent mal leurs femmes. On essaye de créer du conflit avec cette société très reculée mentalement, dira-t-on, et Sam qui va avoir du mal à s'y faire puisque c'est la seule femme du groupe. Et ouais, les autres personnages s'amuseront de ça. Il y a un moment donné, elle doit donc s'habiller de façon très féminine pour plaire, et tout le monde se dit ah, et il faut que vous suiviez les consignes, un petit peu le truc de l'époque. Je suis sûr que ça vous amusera lorsqu'on tombera la prochaine fois sur une planète d'Amazon. C'est première exploration, première aventure que vous avez après la grosse introduction, c'est ça. C'est vraiment trop grossier pour moi. Le message là. C'est pas la caricature, parce que bon, je vais pas aller jusque-là, mais la situation que vous mettez en place, c'est tellement conventionnel, le message que vous faites passer là-dessus est tellement consensuel et évident, et ouais, vous mettez en place une espèce de situation, un mec veut pas traiter sa chérie comme du bétail, alors que c'est pas bien, et dire oui, en effet, et oui, c'est cet épisode que vous avez choisi pour commencer à mettre en avant Sam, parce que voilà, Carter... Elle joue un petit rôle au début, mais elle n'a pas été très notable jusqu'à présent. Le premier épisode où on la met en avant, c'est ça. Un truc où il faut forcer ce côté conflit, homme-femme, tout ça. C'est un peu grossier pour moi. Vous auriez pu faire ça mieux. Et puis bon, j'en parle pas, mais il y en a un qui est pas passé loin de mon top 5, c'est 2 épisodes plus tard, où on appuie tout d'un coup qu'elle est en conflit avec son ex, qui est un chef d'une équipe SG, qui n'a jamais été mis en place avant. Et donc, ouais, c'est un peu grossier. Je trouve qu'au début, vous n'avez pas su mettre en avant Sam. Et cet épisode, c'est peut-être le plus grossier à cet égard-là, pour moi. Numéro 3, le lien qui nous unit. Je vous avais parlé de Vala, du fait que j'avais du mal au début, et je pense que c'est cet épisode qui le pique à ce niveau-là, d'insupportable au niveau du personnage. Et l'intrigue ultra forcée qu'on met en place. Alors, dans les épisodes 1 à 3, c'est une grosse introduction, on a mis en place cette espèce de dispositif qui les liait ensemble, qu'elle a forcé avec Daniel, et donc ils se disent que maintenant que ce dispositif n'est plus à leur poignet, ils peuvent se séparer et ne plus se revoir, parce que bon, il y a ce côté, je te supporte pas, mais je vais peut-être finir ensemble avec toi à la fin, donc on essaye de jouer là-dessus, mais il y a donc cette espèce de lien qui est toujours présent, parce que la magie des bracelets opère encore, et ils se disent, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça, pour que ça ne marche plus. Et donc, ils vont partir sur une quête à la con où le responsable leur dira si vous voulez que je vous dise comment faire, allez chercher ça. Et ils vont chercher ça, seulement celui qui possède ça se dit si tu veux que je te donne ça, il faudrait que tu t'occupes de ça pour moi. En allant s'occuper de ça pour cette personne, et ils disent ouais, pour arriver à ça, il faudrait que vous arriviez à me retrouver ceci. Et donc, pour retrouver ceci, c'est un conflit important. Et ils se disent c'est quoi merde. On arrête, c'est pas grave, on trouvera d'autres solutions. Mais il y a Vala qui fait sa chieuse, qui se montre totalement insupportable, vraiment sa période la plus désagréable, et qui fera en sorte que
les gars se disent ok très bien, on va tout risquer dans cette quête chiante pour se débarrasser de Vala au plus vite. Alors que je dis ça, mais sérieusement les gars, c'était très con. C'était super con la mise en scène de comment elle vous a un petit peu foutu la honte devant les responsables, où elle a un petit peu insulté l'autre. Vous auriez pu juste faire en sorte qu'elle soit à 30 mètres dans une autre pièce. Dites bien qu'il y a une limite de 30 mètres, un truc comme ça, donc ouais, elle peut être à l'autre salle en attendant, elle ne doit pas être juste à côté de lui, merde. Mais bon, ouais, vous forcez tellement la chose pour faire donc cette quête à la con de je te rachète un truc pour ramener un machin, pour donner à ci, pour que Trucmuche finisse par dire quoi faire pour se débarrasser de la magie des bracelets. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, après tout ce bordel? Ben qu'en fait il peut rien faire et que ça va juste se défaire tout seul petit à petit. Vous m'avez fait perdre mon temps sur un épisode chiant, juste pour me dire ça en fait. La magie fonctionne encore et doit encore être à proximité l'un de l'autre, mais ça finira par s'estomper petit à petit. C'est bien! Vous auriez pu passer 1 minute là-dessus. 1 minute d'introduction dans l'épisode suivant à poser ça, à dire que voilà, Vala peut pas partir parce qu'ils sont toujours liés et ça finira par s'estomper. Mais non, vous avez dédié tout un épisode de remplissage chiant là-dessus, et donc c'était particulièrement lourd, hein, particulièrement lourd. Numéro 2, le faux pas. C'est tout cet épisode en fait. Bon, sur le concept, il n'est pas mauvais cet épisode. C'est notre équipe qui se rend à une planète et sans faire exprès, ils amènent un élément pathogène qui les rend tous malades. Et ils s'en veulent un petit peu, ils se disent qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'on enquête là-dessus et qu'on cherche un petit peu pour trouver la solution à la fin, se dire on a failli foutre en l'air un système mais on l'a pu sauver à temps. Ok, ça casse pas la baraque, mais c'est pas si mauvais comme concept. Le problème, c'est la population qu'on rencontre, en fait. C'est juste ridicule, mais vraiment à un niveau... C'est des mecs qui vivent à poil, qui ont une façon de parler ridicule, et qui donnent plus l'impression d'être une parodie de peuplade nouvelle inconnue, que d'être une version réfléchie de ce que c'est, en fait. Et de fait, ils ont l'air tellement ridicule à suivre. T'es pas du tout pris dans l'intrigue ou quoi que ce soit. T'es juste totalement gêné, happé par le ridicule de la représentation. Je déconne pas, c'est à peine un cran en dessous de Jacques Villeray dans La soupe aux choux. Vraiment. C'est ce niveau-là pour moi de grotesque. Donc, ouais, ça fout en l'air, ça plombe tout l'épisode pour moi, qui en devient ridicule en dépit du fait que le concept de base il est pas mauvais en soi, mais... Non, ça passe pas avec ça passe pas. Et numéro 1, Mission Soleil Rouge. Un épisode que j'ai même pas pu me revoir en entier tellement il m'a gavé. Alors là aussi ça repose sur un concept pas forcément mauvais en soi. Il y a notre équipe qui arrive sur une planète qui est censée être protégée par les Asgard. Seulement il risque d'être détruit sous peu par une menace astrologique. Je sais plus exactement le détail de ça. Une fois de plus j'ai sauté pas mal de trucs dans cet épisode parce qu'il m'a gavé à chaque fois que je l'ai vu. Et il y a notre équipe qui se propose d'aider en essayant d'appeler les Asgard qui ne peuvent pas aider parce qu'ils les protègent des attaques de Goa'uld. C'est-à-dire, si c'est quelque chose de naturel qui survient, ils ne peuvent rien faire contre ça. Donc, ils essayent d'aider, et le problème avec ça, parce que vous vous dites, bon, pour l'instant, il n'y a pas de gros soucis. Le problème avec ça, c'est que ce sont des chieurs. Tout simplement, il y a la grosse majorité d'entre eux qui ne sont pas foutus d'accepter l'aide qu'on leur offre et qui se disent « Non, nous croyons en nos dieux, ils nous sauveront, fermez vos gueules, essayez pas de participer à notre truc, à nous, laissez-nous prier, ça nous sauvera, cassez-vous, on veut pas de votre aide !» Et c'est tout l'épisode en fait. Et ça aurait pu être intéressant si ça se terminait de façon acceptable, mais au bout d'un moment, l'espèce de machine qu'ils mettent en place pour essayer d'arranger la situation, elle est détruite par donc ces fanatiques de merde et qui ne seront pas repris, qui ne seront pas vraiment grandement vilipendés par rapport à ça parce qu'ils représentent la majorité. Ils se disent merde, tant pis, crevez, mais on ne peut pas laisser faire ça, donc ils essayent une dernière solution qui a peu de chances de marcher, mais qui marche sans qu'on explique pourquoi exactement. Ils se disent peut-être qu'on a eu une chance sur 100, ça a pu marcher, ou peut-être que les Asgard ont dévié ça pour aider la chose. Il y a Daniel qui dit « Ah, mais peut-être qu'en fait,
Peut-être qu'en fait, en priant leur Dieu, c'est ça qui a aidé, leur foi les a sauvés. Oui, ta gueule, Daniel. T'es sympa la plupart du temps, mais des fois t'es un peu chiant, quoi. Donc, ouais, ça n'arrange rien. Et c'est le genre de situation qui a tendance à mériter un petit peu parce que on récompense un petit peu la croyance aveugle fausse. On montre que cette espèce de fanatisme, cette espèce de surconfiance, de croyance, peut arranger les choses, n'est pas répréhensible. Et ça, je vous cache pas que c'est particulièrement irritant pour moi. C'est conceptuellement, d'un point de vue moral, pour moi, c'est l'épisode qui m'irrite le plus à cet égard-là. Et c'est pour ça que cet épisode m'irrite vraiment. Alors que les autres, même s'ils étaient un peu ridicules, les épisodes 2 et 3 de ma liste, je trouve qu'ils peuvent quand même se supporter un tout petit peu dans l'absolu. Celui-là, conceptuellement, il me hérisse le poil, vraiment. Et c'est pour ça que c'est celui que j'aime le moins. Néanmoins, il y a beaucoup plus de choses à dire sur ceux que j'aime le plus, parce que punaise, je me suis fait une liste longue. Vous voyez cette longue liste écrit petit, je me suis fait un petit peu le topo par la suite. Et au départ, j'avais 36 épisodes qui étaient dans le positif. Donc je vais faire un top 10 à partir de 36. Et avant de parler un petit peu des mentions honorables très vite, une fois de plus un petit montage en musique comme vous adorez en voir, enfin j'espère, j'aimerais parler rapidement de ceux qui ne sont pas dans ma liste justement et qui pourraient l'être pour certains parce qu'il y a des concepts intéressants mais qui ne sont pas bien pris pour moi en fait. Et j'ai envie d'en toucher un petit mot parce que je me doute que ce sera super pour certains et je sais pas pour vous dénigrer mais c'est juste pour dire pourquoi ça n'est pas dans ma liste rapidement. Donc ouais, nous avons en fin de saison 6 Pacte avec le diable, le final, où on reprend un petit peu le statut particulier de Daniel Jackson qui a fait l'ascension, je me pencherai un petit peu en détail sur l'ascension, qui essaye d'aider l'équipe avec les moyens qu'il a parce qu'en faisant l'ascension, on a les pleins pouvoirs, beaucoup de connaissances, mais on peut presque rien faire, on peut pas beaucoup interagir avec le monde plus petit, dirait-on. Et donc, ouais, il les aide du mieux qu'il peut pour essayer de trouver le dernier artefact dont a besoin Anubis pour avoir les pleins pouvoirs. Artefact qui n'a jamais été un tant soit peu mis en place avant. Cette espèce d'artefact à récupérer pour avoir l'arme ultime. Et qui se rendront sur la toute première planète, je vais oublier le nom sur le coup, mais pour revoir un petit peu leur vieille connaissance du film et d'autres moments, parce qu'il retourne quand même un petit peu là-dessus, pour faire la résistance afin de trouver cet artefact. Et ça va trop vite. Je trouve que Scarra, son dernier instant, il n'est pas mauvais en soi, mais il aurait mérité d'être beaucoup plus étendu que ça. Et il y a beaucoup de trucs qui sont un peu gênants à cet égard-là, dans le sens où on aurait pu en faire plus déjà. Et la décision de Daniel à la fin, notamment, de permettre à ses amis de partir en donnant à Anubis le dernier morceau de l'arme, je trouve que c'est pas super réfléchi. Parce que il s'attendait à ce qu'il respecte sa parole ou je sais pas quoi, mais il l'a pas fait. Les développements sont vraiment pas mauvais en soi, mais les différentes façons d'y parvenir, les différents rebondissements, la façon dont les choses évoluent, c'est pas bien amené en fait. C'est le problème principal que j'ai. Ça aurait mieux marché avec un double épisode qu'avec un simple épisode. Et beaucoup de fins de saison savent faire ça, mettre en place un conflit sur 2 épisodes et pas un seul. C'est un peu dommage qu'on soit contenté de ça. Ensuite, en notre mention pas tout à fait honorable, il y a Retour vers le futur. Hein, donc référence assez évidente de la saison 8, fin de saison 8, qui est une sorte d'épilogue au final qu'on a déjà eu, qui me plaît bien, mais qui n'est pas super bien rendu pour moi. Il y a l'équipe qui, à la recherche d'un EDPZ, une source d'énergie qu'on a mis en place à la fin de la saison 7, qui se dit, tiens, on a ce nouveau truc qui vient d'un épisode antérieur, qui permet de retourner vers le passé. Cette machine, on va l'utiliser pour essayer de trouver cette EDPZ dans le passé, en essayant de pas trop aller à l'encontre de l'histoire telle qu'on la connaît, mais
Vous rendez-vous pas compte, ils ont changé l'histoire. Donc à cause de ça, l'histoire a changé, la porte n'a pas été trouvée, et donc on suit cette version alternative de nos personnages qui auraient un petit peu poursuivi leur vie sans la porte des étoiles, sans qu'elle ait existé. Sur le concept, c'est cool, même si amené de façon un petit peu grossière, tu le vois venir assez facilement. Et dans l'exécution, j'ai un peu de mal. C'est pas mauvais une seule seconde, hein, c'est pas parmi les pires qui soient, mais dans l'exécution, on traite les personnages avec une certaine caricature. On se dit, tiens, étant donné qu'ils n'ont pas connu la porte des étoiles pour s'affirmer, ce sont des neuneux, un certain degré. Et ouais, en particulier Daniel et Sam. Daniel, limite, je peux le comprendre, mais Sam, non, elle devrait pas être une neuneu qui sait pas bien s'en tirer, qui sait pas s'affirmer, etc. Faut arrêter les conneries, merde. Merde. Il y a ça qui se fait, il y a Jack qui est fourré là-dedans de façon pas très bien pensée en ce qui me concerne. Genre il veut pas participer, mais on l'a forcé la main hors champ parce que on fait revenir un ancien personnage qu'on a connu. Et à la toute fin, alors qu'ils arriveront à sentir un petit peu, à voir comment ça se passe, il y aura le groupe, un groupe de 3 survivants d'entre eux qui finiront par rejoindre donc le passé et participer à donc la situation, la rébellion qu'ont lancé donc les originaux dans le passé pour essayer de corriger la chose. Dans un cadre qui je trouve un petit peu gros et un petit peu feignant, parce que voilà, les 3 qui ont survécu, c'est les 3 qui sont morts dans le passé en fait. Que ce soit clair, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans cette version alternative de nos personnages, il y a Daniel qui meurt. Et dans la version originale de ceux qui sont restés dans le passé, il y a tout le monde qui meurt sauf Daniel. Ce qui fait que lorsqu'ils se recroisent, le groupe de 4 est là. Ça aurait pas été plus fun de faire quelques doublons et de jouer là-dessus, comme vous avez fait à plusieurs reprises. Hein. Vous avez à plusieurs reprises joué sur le même acteur qui était 2 personnages en même temps. Là, vous l'avez pas fait. Je trouve que c'est pas super bien exploité et que vous auriez pu faire mieux que ça autour de concepts qui a déjà été fait avant. Hein, le concept de revenir dans le temps, tout ça, ça a déjà été fait avant et un petit peu mieux. Là, c'était un petit peu trop comme épilogue. Mais ouais, c'était cool, c'était fun à plusieurs moments, ça suffisait, mais pas de meilleur pour moi. Et enfin, pour terminer, l'épisode 200, Wormhole Extreme, le film, qui reprend donc le concept de l'épisode 100, Wormhole Extreme, où on a fait une série autour du concept de la porte des étoiles au sein même de la série. Ce genre de truc méta est un petit peu grossier pour moi. À l'époque, ça passait pas si mal parce que je pense que ça doit être le pionnier, le premier à avoir fait ça, Stargate SG1. Qu'on n'hésite pas à me reprendre si une série avant Stargate SG1 a fait ça. C'est-à-dire, on est dans le monde réel avec notre truc qui se passe, quoi, notre truc un petit peu science-fiction, tout ça. Il y a quelqu'un qui, dans ce monde réel, s'imagine une série, des livres, ce que vous voulez, où ça raconte ça. Ce truc-là, mais version bien entendu plus parodique, un peu plus grossière, mais ça. Je pense que c'est les pionniers en la matière. Et donc l'épisode 100 qui tournait autour de cette série en jouant sur un élément amené avant qui est pas extraordinaire, autour de Martin, un personnage que je trouve pas folichon, mais bon. Il passait plutôt bien puisque c'était de la satire sympathique, légère, qui s'incorporait dans une histoire quand même intrinsèque qui a un certain sens. Là, dans ce 200e épisode, on met en place que la série n'a pas connu de succès, parce qu'on essaye d'être un petit peu en continuité, cohérent avec ce qu'on a mis avant, mais en dépit du fait qu'elle n'a pas connu de succès, elle a un relan de popularité de nulle part, qui fait que, oui, on se dit, tiens, on va faire un film tiré des 3 épisodes de cette série complètement abortée. Et ouais, non, déjà c'est un petit peu grossier. Et le principe de cet épisode 200, c'est juste nos personnages qui font une espèce de brainstorming autour de ça, avec donc Martin qui revient, donc celui qui a pondu ça, pour donner des idées. Et ça part dans des tonnes de délire. Certains trucs qui sont pas trop mal, certains petits trucs méta, commentaires typiques qu'on avait dans l'épisode 100 sur la logique de l'univers et les trucs de la série en elle-même. Mais la grosse moitié, c'est juste nos persos qui partent dans des gros délires, histoire de partir dans des gros délires. Tiens, on part sur cette approche, je sais plus quoi, les sentinelles de l'air ou je sais pas trop quoi, avec des marionnettes qui jouent à notre place. Pourquoi ? Juste pour le délire.
Il y a Vala qui s'imagine des scénarios alambiqués où elle refait l'intrigue de propriétés bien connues, le magicien d'Oz et autres. Des tonnes de trucs complètement aléatoires, juste pour remplir ça avec les délires qui passent par la tête des scénaristes, et pas vraiment quelque chose de bien ficelé, bien pensé. Et je trouve que c'est un peu répréhensible ça, hein. Ça aide pas à cimenter grandement cet épisode, en dépit du fait qu'on sent que voilà, cette retrouvaille avec la plupart des acteurs, puisqu'il y a Richard Dean Anderson qui participe, l'acteur qui fait Général Hammond, etc. On fait participer pas mal de gens, on sent que c'est cette espèce de retrouvaille, cette espèce de célébration de la chose, mais vous auriez pu faire ça autour de quelque chose de mieux réfléchi, de plus filé dans l'idée. Et je trouve que c'est un peu grossier. Voilà, la façon dont c'est amené, la façon dont c'est illustré, une partie du temps. Ça reste fun une moitié du temps, donc c'est pas parmi le pire, mais c'est la raison pour laquelle c'est pas parmi le meilleur pour moi, même si je suis sûr que beaucoup seraient entrés dans le délire et auraient situé cet épisode parmi leurs préférés. Donc c'est dit, on se lance enfin dans mon top 25 de cette série, avec bien entendu en détail le top 10, mais je ne pouvais pas tomber plus bas que 25 dans ma liste au final, lorsque j'ai fait le tri. Et donc ouais, je vous fais évidemment comme d'habitude le petit montage, avant d'en revenir au top 10 auquel vous êtes habitués. Numéro 10, Enfant des dieux. Je ne pouvais pas ne pas mettre le pilote dans ce top 10, même si peut-être dans l'absolu, il y en a qui sont peut-être un peu mieux faits dans ce qu'il y a avant, mais j'apprécie énormément la façon dont on a su incorporer ça dans le film, dont on a su reprendre le film, dont on a su mettre en place les personnages, la menace, et tout simplement beaucoup de répliques assez cultes. La réplique de Sam sur sa valeur en tant qu'officier et que la place de ses organes génitaux n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Le moment où Teal'c retourne sa veste après avoir vu les atrocités commises par son maître depuis tout ce temps, avec un tac au tac que j'adore, c'est-à-dire je peux sauver tous ces gens, aidez-moi, beaucoup d'autres ont dit cela, mais vous êtes le premier que je crois. Cette espèce de petit suspense qu'on crée est assez fort, et ouais, la mise en place de Teal'c, un personnage que j'adore, mon héros préféré de cette liste. Beaucoup de choses énormes dans cet épisode central et qui posent vraiment le ton, c'est-à-dire ces Goa'uld qui viennent de quelque part. Ce coup-ci, c'est pas nos héros qui cherchent la merde, ces Goa'uld viennent d'arriver dans leur univers pour piquer une femme rapidement, et donc c'est un petit peu ce côté riposte qu'on fait en faisant des recherches, ces nouvelles découvertes et cette mise en place de toute cette aventure avec le cliffhanger de fin sur Kowalski et beaucoup de moments forts là-dedans. Le côté aussi assez osé de la mise en scène, parce qu'il y a cette possession par un symbiote Goa'uld, la première fois qu'on voit ça, et on essaye de rendre la chose assez malaisante à voir, avec la possession de Charret, justement, où on n'hésite pas à la mettre à poil, à la montrer à poil, mais pas de façon un tant soit peu érotique, parce que c'est presque une métaphore du viol, le truc, en fait. Son corps va être possédé, ce sera plus elle. Et donc, on met un petit peu la forme là-dedans. On met la forme de façon à ce que ça vous marque un petit peu. Il y a beaucoup de moments que je trouve très bien faits, même si en termes de récit pur, il y a quelque chose de plus solide qui a été fait dans plusieurs autres épisodes. Je trouve que c'est une intro très efficace pour lancer dans le bain et prendre le spectateur au sérieux, vraiment. Je trouve que ça a su vraiment poser cet univers fort qui aura su vraiment me marquer durant ces décennies. Numéro 9, l'histoire sans fin, parce que c'est un incontournable pour beaucoup celui-là. Les fans de la série vous diront tout de suite, premier épisode qui m'a marqué, celui-là, celui où Jack et Teal'c reviennent toujours dans le temps, dans la même journée, revivent la même journée sans arrêt, et où on essaie de la jouer un jour sans fin, à la Bill Murray.
Alors, c'est très typique. Je pense que c'est la première série à avoir repris le concept pour en faire un type d'épisode, justement. Une fois de plus, je pense que c'est une série pionnière en la matière. Je crois pas que ça ait déjà été fait avant, et ça a été fait longtemps après maintenant, hein, et ça a été refait. Mais je pense que c'est la première série à avoir lancé la chose, et ouais, c'était fun, tout simplement. Jack et Teal'c qui sont piégés dans cette boucle temporelle, qui commencent à en avoir marre, qui au bout d'un moment décident de jouer là-dessus, de s'amuser, alors que bon, ce sont les moins scientifiques, les moins littéraires du groupe, et qu'il faut comprendre les principes scientifiques et littéraires autour du concept pour arriver à se défaire de la boucle. Donc ce côté assez ironique que ce soit eux qui soient piégés dans cette boucle, en amenant ça de façon tout à fait acceptable avec ce mec qui essaye de revenir en boucle régulièrement, de revenir en arrière suffisamment pour pouvoir revivre avec sa femme le moment de sa mort, et même s'il ne peut pas la sauver, pouvoir être avec elle un petit moment, et Jack qui fait un peu le parallèle avec son fils, cette fin qui est beaucoup plus touchante dans un épisode qui était majoritairement très humoristique, c'est une touche assez forte. Voilà, c'est un très bon épisode dans son concept. Disons que pour ce que ça raconte, c'est pas non plus que ça vole si haut que ça, c'est pas le plus profond qu'on puisse faire, mais je nie pas qu'en termes d'humour, de situation, c'est quand même très fort, et ça mérite d'être cité. Il y a beaucoup d'épisodes humoristiques, vraiment principalement humoristiques, dans cette série qui valent le coup, et c'est celui qui a le plus de mérite pour moi. Numéro 8, Les Réfugiés, ex aequo avec Simulation, ex aequo avec Traquenard, ou pour ainsi dire, l'arc Tolan. Oui, je triche un petit peu, parce que ces épisodes sont quand même assez espacés et racontent quand même des histoires un petit peu à part, mais ça repose toujours sur la gestion du même peuple d'alliés que nos héros ont rencontrés, et qui met en place beaucoup d'éléments très intéressants. Les Tolan, c'est une situation avancée, plus avancée que la Terre, qui a tendance à les voir un petit peu de haut. Ils sont primitifs, on a du mal à se mettre à leur niveau, et même s'ils nous aident, on ne peut pas s'empêcher d'avoir ce complexe de supériorité envers eux. Néanmoins, ça reste un peuple à sauver, un peuple qu'il faut respecter. Et donc il y a cette relation un peu tumultueuse qui se fait dans le premier épisode, où on les sauve, on doit les retrouver à nouveau chez eux, et où même s'ils ne sont pas les plus sympathiques avec lesquels traîner, on ne veut pas non plus que ce soit juste des gens qu'on utilise à son profit, comme le veulent évidemment certains pontes plus haut placés qui se disent tiens, ce serait cool de les interroger, d'utiliser leur technologie à notre avantage sans prendre en compte leurs considérations personnelles. Ce côté très éthique, morale à avoir en compte. C'est très intéressant. C'est très intéressant d'avoir cette espèce de côté un peu antipathique chez ces personnages-là, en comprenant un petit peu les droits qu'ils ont besoin d'avoir, et en mettant en place cette relation un peu tumultueuse entre ces deux peuples, qui donc s'étalera dans les 2 épisodes qui viendront, et c'est vraiment étalé sur 5 saisons, hein. Ils vont jusqu'à la saison 5. La saison 3, c'est un épisode assez important, puisque c'est l'épisode où Skara sera enfin libéré du symbiote qu'il a contrôlé pendant ces 3 saisons, mais surtout ce sera une façon de découvrir le peuple de Tolan plus en détail, là où ils sont installés, et comment ils voient un petit peu leur relation avec eux, à travers donc cette espèce de tribunal autour de Skara, sur qui doit prendre le contrôle du corps, lui ou son symbiote, avec donc ce tribunal qui se mettra en place, très intéressant, où on essaye de juger ça de la façon la plus neutre possible, en jouant donc sur les différentes rencontres qui ont été faites, le peuple des Nox, j'ai failli oublier le nom à cela, et beaucoup de choses intéressantes, c'est très bon, et ça met surtout en avant la place qu'occupent les Tolan dans ce conflit. Ils se disent, notre technologie n'est qu'à nous, on se protège contre ceux qui nous veulent du mal, mais on va pas aider ceux qui sont inférieurs à nous parce qu'on a peur qu'ils se détruisent eux-mêmes, et on a un petit peu cette supériorité qu'on veut garder pour nous. On sait bien jouer là-dessus, tout en filant aussi un personnage très intéressant, j'ai oublié son nom parmi les Tolan, qui a une attirance envers Sam, et une relation vraiment pas banale, qui passe très bien dans cette partie-là, qui
qui est assez touchante. Ce qui amènera donc, après coup, au troisième épisode de cette trilogie des Tolan. Bon, on les voit un petit peu entre-temps, hein, après cet épisode-là, l'épisode de la saison 3, mais le dernier épisode centré sur eux, c'est l'épisode de leur fin, où on met en avant pour la première fois la nouvelle menace qui succède à Apophis, et de façon assez fine, parce qu'on ne dit pas le nom tout de suite d'Anubis, on dit juste qu'il y a quelqu'un de plus fort qu'Apophis qui est apparu, à travers donc la défaite totale des Tolan, ce peuple qui a montré qu'il avait les technologies pour bien se défendre et vraiment se débrouiller comme il faut, face à cette puissance-là, bien mettre en avant l'ampleur de cette nouvelle menace. Et je trouve qu'ils ont fait un travail énorme là-dessus, surtout en allant dans la conclusion de ce peuple qui semble renier un peu sa fierté pour sa survie, en un sens, et cette espèce de dilemme qui se met en place, alors que, vous voyez, est-ce qu'on est prêt à œuvrer avec l'ennemi pour survivre, ou est-ce qu'on est prêt à aller au-delà de ça et de risquer tout pour la fierté et ce que représente notre modo, notre façon de vivre. Et le fait est que, vous voyez, c'est ce conflit qui sera mis en place, alors que ce sera la fin des Tolan. Des alliés qui sont présents depuis la saison 1 techniquement et qui représentaient beaucoup, je trouve, symboliquement dans les relations qu'on pouvait se faire à travers la porte des étoiles. C'était excellent pour mettre en place la nouvelle menace et je trouve qu'on a superbement filé cet allié-là, ce peuple particulier qui était prêt à aider mais pas au point de donner sa technologie en restant un petit peu dans son coin à ce niveau-là. Je trouve que vous avez su très bien les gérer et vous avez fait une trilogie d'épisodes excellent pour suivre un petit peu la progression de cela. Numéro 7, Avalon et le livre des origines. Promis, c'est pas trop de la triche celui-là. En fait, ce sont les 3 premiers épisodes de la saison 9 qui introduisent beaucoup de choses. Ça introduit le personnage de Cameron Mitchell, ça introduit les personnages des Ori, et la situation très grave qui va se mettre en place autour de ce qu'il prêche et du danger qu'il représente. Et je trouve que vous avez fait quelque chose de très fort. Déjà pour introduire Cameron Mitchell. Les 2 premiers épisodes en particulier sont ceux qui mettent en place quelqu'un qui a un respect sans borne pour ce que représente SG et qui veut un petit peu faire partie des grands qui participent à la chose, quoi, qui veut reformer SG1 un petit peu sous sa coupe entre guillemets, mais surtout former un nouveau groupe où il serait un petit peu à sa place. Et on montre un petit peu le courage, le caractère de ce gars-là, un petit peu à part de Jack, de façon à ce que ça le démarque assez et ce qui soit quand même suffisamment attachant pour valoir ça. Et je trouve que vous avez fait un super travail à ce niveau-là, surtout dans la quête de départ à Avalon, où on se la joue légende arthurienne. Voilà, on revient sur les légendes et maintenant on part sur la légende arthurienne pour Merlin, la fée Morgane, etc. C'est assez marrant, une fois de plus on essaye de lier ça au mythe de la réalité qu'on connaît. Et c'est assez marrant ça. Et ouais, on met en place déjà très bien ce gars-là qui veut reformer l'équipe et que c'est pas facile parce que voilà, techniquement à la fin de la saison 8, tout est bouclé. Les Goa'uld sont tous défaits à quelques rares mineurs près, les réplicateurs sont détruits, tout va bien en fait. Maintenant il faut reconstruire. Et donc oui, ils sont pas aussi chauds que ça pour se relancer dans l'aventure dans ces conditions-là. Évidemment, il y a aussi certaines choses qui sont compliquées, notamment les Jaffa qui doivent se réorganiser maintenant qu'ils sont libres. Alors c'est pas simple. Et on va jouer pas mal là-dessus dans cette saison 9. J'aime beaucoup cet élément-là, notamment autour d'un personnage, Ghirak, dont je parle pas trop parce qu'il n'est pas ultra mis en avant là-dedans. Mais Ghirak est un personnage que je trouve très intéressant, ne serait-ce que dans les épisodes... c'est quoi déjà le nom de ces épisodes le 4e cavalier de l'Apocalypse, dans cette saison-là. Très intéressant ce personnage. Il y a vraiment ce besoin d'après, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça va être un petit peu chamboulé par cette nouvelle menace qui va arriver, donc alors que Vala va un peu foutre la merde, faut dire ce qui est, ce sera un petit peu de sa faute à elle, elle va lancer un petit peu sur cette quête de recherche de technologie qui va les amener à voir ces objets qui leur permettront d'échanger leur conscience avec des gens dans une galaxie ultra lointaine, beaucoup plus lointaine que ce qu'ils connaissaient avant, et découvrir les Ori, cette nouvelle menace qui fout les jetons. C'est vraiment niveau inquisition, ce genre de choses, et cette espèce de guerre sainte qu'ils vont mener alors qu'on découvrira leurs mœurs et leur puissance, alors que ce sera vraiment délicat d'en sortir, c'est très fort.
C'est vraiment très fort, cette découverte de la part de Daniel et Vala, alors qu'ils ont échangé leur corps avec ça. C'est une introduction de menace vraiment efficace qui vous prend sincèrement aux tripes. Les Ori vous prennent aux tripes, parce que j'en ai pas parlé en détail, c'est peut-être l'occasion parfaite pour en parler. Je ne suis pas super fan du concept de l'ascension au départ. Je trouve que ça part sur des considérations un peu faciles et grossières. Mais on a su un tout petit peu jouer de ça dans ces saisons 9 et 10 avec les Ori, de manière vraiment prenante, avec donc ces gens qui ont fait l'ascension et qui veulent garder ce pouvoir en manipulant les autres, en utilisant leur pouvoir à un escient acceptable pour que ce soit pas répréhensible du point de vue des anciens, de ceux qui font ça en mode pacifique, mais de façon à ce que ça représente une menace vraiment forte et difficile à envisager, qui amènera déjà énormément de moments graves où ce ne sera pas que des victoires. Vraiment, les défaites et la difficulté du combat, ce sera jamais autant ressenti qu'avec les Ori. Et je trouve que ça aurait pu être mieux géré dans la saison 10, où on sent qu'ils ont un petit peu accéléré certaines résolutions, et surtout dans le film après coup qui fait la fin des Ori. Mais j'avoue que cette introduction-là, c'est posé avec toute la force qu'elle mérite, l'ampleur de cette menace qui est extrêmement grande, largement au-dessus de ce qu'on a eu avant, et je trouve que c'est fort d'arriver à faire ça. Numéro 6, le seuil. Premier épisode sur 2 centré sur Teal'c dans cette liste top 10, parce que j'adore Teal'c, je le redis, c'est mon personnage préféré. Je trouve que psychologiquement, il y a beaucoup de choses très très intéressantes à retirer du personnage, c'est-à-dire celui qui a servi les maîtres esclavagistes Goa'uld et qui essaye de lancer un petit peu cette révolution, de faire valoir la liberté en tant qu'opprimé, en luttant avec les humains, en s'attachant à eux et en montrant une double loyauté qui sera reprise par la suite. Il y a beaucoup d'éléments qui sont super bons autour de Teal'c et son développement. Et oui, son mentor, Bra'tac, c'est le meilleur perso secondaire facilement aussi. J'en parle pas des masses, mais oui, il est très mis en avant dans cet épisode 5-2. J'adore Bra'tac, il est génial. Il déchire sa mère, ce gars. Mais on met un petit peu en avant ça. Après l'épisode de grande confrontation importante avec Apophis, la fin d'Apophis, les 2 épisodes précédents, où il a eu le cerveau lavé. On lui a lavé le cerveau pour croire qu'au bout du compte, il a toujours œuvré avec Apophis, alors que c'est clairement pas le cas. Et donc, alors qu'il est dans cet état d'esprit où il croit toujours à ce faux dieu, alors qu'il était contre lui durant les 5 premières saisons, il va avoir besoin de passer par un rituel dont j'ai oublié le nom, afin de retrouver un petit peu ses origines, de savoir qui il est lui-même. De se remémorer par la force son passé et tout ce qu'il a défini mentalement dans cette histoire, en revenant sur pas mal d'éléments, notamment la mort de son père aux mains de Chronos. C'est un élément sur lequel on aime bien jouer, et ça le définit pas mal, ça aussi. Beaucoup de choses très fortes où on se centre un petit peu sur Teal'c avant qu'on l'ait connu dans l'épisode 1 de la saison 1. C'est-à-dire ses doutes, son histoire, ses hauts faits et le fait qu'il se sente mal d'avoir commis autant d'exactions que ça. C'est très bon, très fort. Et j'aime beaucoup cette espèce d'introspection détaillée sur ce qui était. Parce que, je vous cache pas, il est vrai que quand on revoit l'épisode 1-2 de la saison 1, l'épisode d'introduction de la saison 1, ouais, ça fait quand même un petit peu rapide la façon qu'il a de tourner sa veste contre l'oppresseur. Il ne donne pas l'impression que c'est mérité, mais avec ce passé qu'on lui crée et donc cette complexité de son histoire qu'on met plus en avant, ça donne plus de poids justement au moment où il retourne sa veste dans cet épisode pilote. Et je trouve que c'est très mérité et c'est une façon très intéressante de jouer sur un lavage de cerveau en revenant un petit peu sur ce qu'il nous a fait. C'est très fort, un moment d'introspection vraiment puissant du personnage qui vaut largement le coup d'œil si vous avez aimé le suivre évidemment. Numéro 5, Un jour sans fin, à ne pas confondre avec l'histoire sans fin, c'est pas pareil. C'est particulier, l'histoire sans fin, ça fait plus référence à un jour sans fin avec Bill Murray, et l'histoire sans fin, ça fait pas référence à l'histoire sans fin, le film, c'est bizarre, c'est pas super bien pensé, hein, les traductions françaises des titres par moment, quoi. Bref, l'histoire sans fin repose donc sur la mort de Sharai. Sharai, l'amoureuse de Daniel Jackson, la raison principale pour laquelle il s'est lancé dans cette quête au bout du compte.
Parce que voilà, son amoureuse est partie, elle a été possédée par les Goa'uld, il faut qu'il fasse quelque chose pour la sauver. Et ben voilà, maintenant elle est morte. Elle meurt en étant possédée. Et la dernière chose qu'elle fera, c'est montrer le futur possible de cette confrontation à Daniel dans ces dernières secondes à travers un de ses outils. Ce qui n'a pas été grandement appuyé avant, mais j'avoue que je prends ce genre de facilité d'écriture, c'est pas très grave. Et oui, tout ça, ce sera une introspection, une fois de plus, du personnage sur quoi faire après. Qu'est-ce qui se passe si, après coup, Charé survit? Est-ce que je repars avec elle? Est-ce que je continue le programme Porte des Étoiles? Qu'est-ce qui se passe si Charé meurt? Est-ce que j'en voudrais à Teal'c de l'avoir exécuté? Et est-ce que je continuerai également ce programme alors que la raison principale pour laquelle j'y suis allé n'est plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me portera au-delà de Charé en fait? Et je trouve ça très intéressant de dédier un épisode à ça, à cette introspection-là une fois de plus, sur ce qu'il faut faire quand votre objectif principal n'est plus. Est-ce qu'il faut continuer la bataille? Est-ce qu'on peut se trouver d'autres objectifs? Est-ce qu'on peut pardonner la personne qui a tué celle qu'on aimait, même si c'était pour nous sauver nous? Ce genre de choses, c'est très intéressant. Et j'aime beaucoup qu'on ait su jouer là-dessus de façon aussi prenante, autour de la mentalité de Daniel et de la culpabilité de Teal'c, même si c'était dans le faux futur que Charlie a montré, je pense que c'est comme ça que Teal'c réagirait. D'ailleurs, il y a un moment que je trouve très bon, là aussi dans la saison 7, j'en parle très vite, où Daniel parle à Teal'c du fait qu'il ne se souvient pas très bien de son passé, il est amnésique parce qu'il a subi l'ascension, il est revenu sur Terre, donc il a perdu ses souvenirs sur le coup un petit moment. Et lorsqu'il parle de Charé à Teal'c sans savoir que c'est lui qui l'a tué, on sent qu'il y a ce regret de la part de Teal'c qui est mis en place. J'aime bien ces petits détails-là, je tiens à l'appuyer. J'aime beaucoup ces détails qui sont repris et l'importance que signifie cet épisode en fait. Teal'c a tué Charé, et même s'il se sent mal, même s'il n'a pas fait ça une seule seconde avec de mauvaises intentions, ça lui reste dans la tête, sur la conscience. Et le fait que ça ait pesé aussi longtemps sur Daniel, qu'il lui ait fallu autant de temps pour trouver peut-être quelqu'un qui puisse remplacer Charé avec Vala dans la saison 10, je trouve que c'est assez fort aussi. Mais j'en parlerai de ça, hein, puisque il y a un certain épisode qui est plus loin dans la liste. Donc ouais, c'est vraiment un moment très fort psychologique du personnage sur le fait de surmonter cette perte à venir. Et ouais, la promesse d'un fils à trouver, puisqu'on a mis en place le fait que les hôtes d'Apophis et Charé ont fécondé un enfant, et donc cet enfant aura des pouvoirs super puissants, tout ça. Cet élément-là sera pas super bien repris, ça mènera pas énormément de trucs pour moi. Ça mettra en place le principe de l'ascension, qui, comme je l'ai dit au début, ne m'a pas particulièrement fait virevolter, mais au-delà de ça, c'était quand même super fort psychologiquement, et un épisode qui vaut le détour, largement. Numéro 4, la cité perdue. Le conflit vaguement final avec Anubis, parce que c'est pas vraiment le cas, Anubis va survivre, il sera encore une menace dans la saison 8, mais un conflit de grande envergure contre Anubis, sa flotte, sa grande puissance, et tout ce qu'il a représenté comme menace, alors qu'il y a Daniel Jackson qui a trouvé un endroit où il y aurait un autre temple des anciens avec leurs connaissances qui serait disponible, qui pourrait permettre de trouver une arme pour se défendre. Seulement voilà, ils sont un peu pris par le temps, et donc on va devoir rejouer là-dessus, reprendre le principe de l'épisode La 5e race, bon épisode, hein, qui est dans mon top 25, sur le fait de prendre ces connaissances directement dans la tête, qui vous rempliront la tête et qui vous tueront à petit feu, vous sortiront un petit peu de votre langage, de qui vous êtes un petit peu, vous feront perdre de plus en plus la notion de vous-même. Et ouais, il y a Jack qui s'y remet, on essaye de jouer justement sur le côté il n'a plus beaucoup à vivre, à moins qu'on trouve un moyen de l'en défaire, et c'est difficile puisque les Asgard ne sont pas facilement contactables maintenant, en appuyant également beaucoup de changements. On va remplacer General Mond par quelqu'un qui n'est pas militaire, parce que voilà, le nouveau président en vogue, hein, il vient d'être élu, ne veut pas exactement que si le programme venait à être découvert, on découvre qu'il n'y ait que les militaires derrière, donc on met un docteur qui n'est pas militaire justement, avec Elizabeth Weir, qui ne sera pas reprise en tant qu'actrice par la suite, mais c'est un personnage très important dans Atlantis. C'est un peu dommage, je ne vous cache pas que c'est un petit peu dommage
qu'on n'ait pas su reprendre l'actrice, ça fait partie des trucs. Il y a un problème aussi avec l'actrice autour d'Elizabeth Weir, même dans Atlantis, il y a un moment donné, ils n'ont pas su vraiment gérer ça bien jusqu'au bout, hein, l'actrice d'Elizabeth Weir. Donc, ouais, intéressant le personnage, j'aime beaucoup la façon dont on l'a introduit, dans le fait qu'elle veut rien de mauvais et qu'elle essaye un peu de s'en sortir avec ce qui se passe. Et ouais, tout le problème politique avec McKinsey, qui est toujours un chieur de première, en essayant de faire son beurre avec ce qui se passe. Je prends pas la peine de m'appesantir sur tous les personnages importants, parce que sinon... Mais il y a beaucoup de personnages importants à prendre en compte, 214 épisodes, merde. Voilà, beaucoup d'éléments intéressants sur la gestion politique de la chose et les changements qui surviennent. Tandis que, ouais, on essaye de mettre en pause le programme, alors que c'est super important ce qui se passe tout de suite. Anubis ne veut pas tarder à attaquer. On essaye malgré tout de jouer là-dessus et de poser dans ces circonstances ce danger imminent d'Anubis qui va pas tarder à attaquer, et Jack qui commence à avoir ses connaissances, qui aide de plus en plus alors qu'il perd de plus en plus lui-même, et c'est très fort dans le suspense que ça crée, le combat final avec ses armes qui sont activées et beaucoup de choses très fortes passe super bien, amène vraiment de la tension et de l'action énorme. Et c'est cet élément qui mettra en place la base pour la série Stargate Atlantis que j'adore, donc très bon ça. Et au bout du compte, le drame autour d'O'Neill qui n'est pas totalement géré tout de suite. À la fin, bon, on ne sait pas comment soigner ça tout de suite, donc on le met en stase en attendant que peut-être on trouve quelque chose plus tard. Une fin un peu douce amère après une victoire grandiose comme ça fait son petit effet. C'est un épisode final vraiment grandiose et le plus marquant parmi tous les épisodes finaux qui ont été faits dans cette série. Il y a beaucoup d'épisodes qui passent très bien en termes d'action, en termes de tension, à peut-être une ou deux exceptions près dans la série, mais c'est celui-ci qui laisse le plus d'impact en ce qui me concerne. Numéro 3, La Porte des Rêves. Assez bizarre comme traduction française, puisque le titre d'origine ne dit pas ça, mais c'est l'épisode numéro 1 centré sur Teal'c pour moi, où il s'imagine un monde humain où il n'aurait jamais été Jaffa, où il serait pompier avec donc son équipe, tout ça. On joue sur Jonas qui est présent. Je ne me suis pas des masses pensé sur Jonas, mais il a pas mal de moments très, très bons dans cette série. Le fait qu'il fasse un parallèle avec un don de rein pour Bratak, qui est donc son père dans cette réalité, et ce qui se passe dans la vraie réalité, celle donc de la Porte des Étoiles où c'est un Jaffa, tout ça, évidemment. Il se fait une espèce d'introspection une fois de plus, hein. Il y a beaucoup d'introspection qui me plaisent dans cette série sur ce que représente Bratak, en s'imaginant donc cette fausse vie plus rangée, plus simple de pompier. Avec pas mal de mises en scène très fortes autour du concept, et tout simplement une illustration psychologique de ce qui se passe dans la tête de Teal'c alors qu'il est entre la vie et la mort avec Bratak. Avec Bratak, ils sont les derniers rescapés d'un génocide de Jaffa, rebelles qui se sont rassemblés, et il veut tout faire en sorte pour qu'ils survivent, en échangeant avec lui son symbiote à l'intérieur de leur poche ventrale. Et en faisant ça, il risque constamment sa vie, parce que passer de l'un à l'autre comme ça, c'est éprouvant pour le symbiote et c'est éprouvant pour les deux. Mais il fait ça pour gagner du temps, en espérant qu'il puisse être sauvé, avec donc cette espèce de limite qui se met en place. Daniel Jackson, qui est toujours en pleine ascension tout de suite, qui lui vient en tête pour l'aider à surmonter ça, donc on sait bien jouer avec le personnage là-dessus. Et tout simplement un moment assez fort de relation entre ceux-là, qui montre vraiment ce que représente Bratak pour Teal'c. Une fois de plus, c'est son père, quoi. C'est vraiment son nouveau père de substitution après qu'il ait perdu le véritable lorsqu'il était tout jeune. On sent vraiment qu'il y a cette relation, c'est le père et le fils, quoi. Et ça rend ça très très bien. Avec la conclusion que je trouve très forte dans l'idée, le fait qu'ils arrivent maintenant enfin à s'émanciper des Goa'uld. On trouve enfin une solution qui leur permette de vivre sans avoir ça en eux. Et ouais, symboliquement, c'est énorme. Le Goa'uld, le fait de devoir porter cette chose en soi pour survivre, c'était le symbole basique, évident de l'oppression. On ne peut pas vivre sans eux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là maintenant, on peut vivre sans eux.
complètement. Et c'est super fort. Super fort. Et le fait que ce ne sera pas aussi simple que ça par la suite. Bon, déjà, la trétonine, donc le truc qui leur permet de survivre grâce à ça, je pourrais trouver 2-3 petits trucs à redire. Ça vient d'un autre monde où ils produisaient ça en utilisant des larves de Goa'uld. Donc, ouais, comment ils auraient su trouver un moyen de reproduire ça sans la larve de Goa'uld? Ils n'ont jamais été clairs là-dessus. On va dire que maintenant ils peuvent reproduire ça sans problème, mais ils auraient pu être un peu plus clairs là-dessus. Et il y a le fait que, bon, là par contre c'est pas un problème, qu'on va pas accepter ça comme ça. Il y a des gens qui se diront, ouais, ça nous affaiblira ce genre de truc, on n'est pas sûr. Et des gens qui n'accepteront pas ce changement comme ça. C'est très fort si dans l'idée, ce changement, ça n'acceptera pas comme ça. Mais ça mettra en place ce changement très important, cet épisode. Et il a une signification vraiment, vraiment impactante, vraiment, vraiment énorme dans la suite de l'histoire. En plus d'être un plongeon très impactant dans la psyché de Teal'c et de ce que Bra'tac représente pour lui. Numéro 2, le temps d'une vie. Dernier épisode de la série, si on ne compte pas les films qui ont été faits après, les téléfilms qui ont été faits après, qui essaye un petit peu de dépeindre notre équipe si elle était un petit peu obligée de vivre une vie un peu forcée, dira-t-on. Ils se retrouvent donc dans leur vaisseau principal, parce que maintenant ils sont fait des vaisseaux qui peuvent voyager entre les galaxies sans trop de problèmes maintenant, où les Asgard leur ont confié leur technologie avant de partir, parce que c'est terminé pour eux. J'aurais pas été contre qu'on mette ça un peu plus en place avant, mais c'est quand même assez fort. Et à cause malheureusement de cette technologie, ils arrivent à être pistés facilement, et ils sont au joug des Ori, des vaisseaux Ori qui manquent de les tuer, et pour arriver à s'en sortir, il y a toute l'équipe qui reste sur le vaisseau en envoyant les autres pouvoir s'enfuir afin de trouver une solution, tandis qu'ils ralentissent le temps de façon infinitésimale, c'est-à-dire une année passe en une seconde, même pas. Ça les met en place dans un danger imminent. Ils se menacent de se prendre un dernier rayon qui va détruire le vaisseau et ils mourront. Donc ils sont obligés d'être pris dans ce ralentissement temporel et d'essayer de trouver un moyen qui n'est pas simple. Là, ils essayent de trouver des idées, tout ça, mais ça se fait pas comme ça. Et au bout du compte, quelques semaines deviennent quelques mois, qui deviennent plusieurs années, et ils vivent une vie en fait. Ils vivent cette vie où ils ont appris à vieillir ensemble, à se dire est-ce que ça vaut la peine de continuer à trouver des solutions? Est-ce que je dois en profiter, me laisser aller, ou bien continuer d'espérer alors que plus ça va, plus les possibilités s'amenuisent? Et donc, on va suivre vraiment cette tranche de vie qui s'instaurera avec nos personnages qui finiront par briser les barrières des grades. Au bout d'un moment, ils ne diront plus colonel, commandant, ils diront leur prénom parce que voilà, ça va au bout d'un moment. Il y a ces passages du temps qui auraient mérité d'être un peu plus éparses. Si je devais un tantinet chipoté, je pense qu'on aurait pu en faire un tout petit peu plus, mais il y a ce passage du temps où on montre que c'est nos personnages qui ont vécu leur vie, qui vivent une vie par eux-mêmes, avant de trouver la solution, bien entendu, parce que ça se termine pas là. Ça aurait pu, techniquement, dans un sens, être ça, puisque, voilà, c'est le dernier épisode de la série tout confondu, mais bon, quand même, on va trouver une solution pour revenir un petit peu en arrière et défaire ça, mais ça signifie quand même quelque chose. D'une part, parce qu'il va y avoir Teal'c qui se souviendra de ça, la solution signifiera qu'il faudra quand même que quelqu'un ait souvenir de tout ça et ait souvenir de cet âge qu'il a passé. Et donc Teal'c, vu qu'il prend mieux l'épreuve du temps en tant que Jaffa, repartira en arrière pour sauver la situation à la toute fin. Mais il y a aussi le fait que ça appuie la mentalité des personnages, la psychologie sur ce que représente leur lien avec les autres et comment ils sont prêts à accepter leur vie alors que les choses sont de plus en plus difficiles à gérer. Et ce moment où Vala et Daniel finissent par concrétiser après plusieurs mois, je le trouve super intense. Et il y a ce moment où Daniel la traite presque de tous les noms, j'exagère un petit peu, la voit tellement de haut au point que ça la fait pleurer, et se rend compte au bout du compte qu'il l'a atteint alors qu'il pensait que ce n'était qu'une blague pour elle, où ils finissent enfin par concrétiser, tu ressens la force de la chose en fait. Tandis qu'il met un petit peu en avant le fait que, oui, il ressent malgré tout cette attirance pour elle et qu'il se sent coupable vis-à-vis de Sharem, mais il est prêt à passer au-delà de ça, après tout ce temps. Et je trouve ça très fort, Il y a beaucoup de moments très forts de personnages et de ce que représente cette vie passée sur ce vaisseau en fait. Cette vie entière passée sur ce vaisseau. Et psychologiquement, c'est de loin parmi le plus fort qu'on ait fait pour moi.
Et enfin, pour terminer, Héros. Spécial 150e épisode durant la saison 7, où on essaye de créer une situation un peu spéciale. C'est toujours le combat contre Anubis et les réplicateurs à ce moment-là. Tandis qu'on commence un tout petit peu à réfléchir à comment présenter le programme Porte des Étoiles au public. Donc on se dit, tiens, on accepte de laisser une équipe de journalistes faire une enquête, faire un reportage là-dessus, en jouant assez majoritairement sur le côté découverte réelle de l'équipe de tournage, justement, avec ce reporter en particulier, ce journaliste. C'est pas un journaliste à la con, quoi, c'est quelqu'un qui a participé à des reporters sur le terrain en guerre. Ce gars, on sent vraiment toute la passion derrière ce besoin de faire un reportage réel sur ce qui se passe vraiment en coulisses, réellement, véritablement, à travers la Porte des Étoiles, ces équipes qui font toutes ces aventures pour protéger un petit peu, représenter la grandeur de leur pays. Enfin bon, j'exagère un petit peu, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais alors, c'est héros pour lui, tout simplement. Montrer ses héros pour ce qu'ils valent. Je suis peut-être un peu parti sur des trucs un peu grossiers avant. Oui, il y a tout un discours que je trouve super fort à ce niveau-là. Lorsque on le renie pour la énième fois et se dit non, je veux les montrer pour qui ils sont vraiment. Pas pour faire du sensationnalisme, mais pour montrer ce qu'ils valent, pour que les gens comprennent ce qu'ils endurent et ce que signifie leur calvaire, leur aventure. Voilà, ça montre la grandeur du journalisme en fait, le journalisme qui mérite d'exister. Et je trouve que c'est un message très fort à faire passer, parce qu'on a tendance à montrer le journalisme dans pas mal de séries, pas mal de films, etc., comme quelque chose d'un peu gênant, de quelqu'un en recherche de sensationnalisme, et rien de très recherché. Lui, c'est plus que ça. Il veut pas faire du sensationnalisme pour le sensationnel. Il veut montrer la vérité, faire quelque chose qui puisse toucher et être ressenti par les spectateurs. Et ça se ressent vraiment dans ce conflit qu'on met en place. Et la façon dont il arrive un petit peu à convaincre les autres, difficilement au bout d'un moment, alors que parallèlement, il y a une mission qui se met en place avec une équipe SG à sauver. Et un mystère qui se mettra en place sur le fait que, après cette mission de sauvetage, on est assez attristé par la mort de quelqu'un de très important, semble-t-il. On joue de façon un petit peu, dira-t-on, facile sur le fait que ça pourrait être Jack, pour dévoiler plus tard que c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de très important aussi. Alors nous prenons un peu par surprise là-dessus, parce que là tu te dis c'est pas Jack, mais tu te dis ouais, si c'est pas Jack, ça va être quoi en fait? Et lorsque on te fait la révélation à la fin, ben tu comprends. Et ça te fait un nœud au cœur parce que ouais, le personnage qui meurt, c'était pas rien. On prend la peine de le montrer, ce personnage, un petit peu en détail à la fin de la première partie de ce double épisode. Et lorsqu'on joue un petit peu sur le drame de sa disparition, ce que ça représente. Lorsqu'on introduit le personnage de Woolsey qui fait une enquête là-dessus pour bien montrer qu'il y a toujours ce côté on est surveillé, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, est-ce qu'on peut dépenser autant d'argent pour sauver les vies d'un ou deux soldats, ce genre de choses, ces petites réflexions qui se mettent en place. On met en place beaucoup de choses sur la politique derrière ça, sur ce que représente le danger imminent et sur le message, tout simplement, que faire passer la série sur le fait que ce sont des héros et que ce qu'ils font, même si c'est pas aussi énorme que toujours, c'est pas forcément sauver le monde, ça fait de ces personnages-là des héros qui ont un mérite important et qui méritent d'être reconnus, d'être gardés dans les mémoires. Et ouais, avec cette perte qui signifie beaucoup, quoi. Une fois de plus, un personnage qu'on a connu dès le début et qui avait un lien très fort avec nos personnages, eh ben c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant et ça s'est tiré la corde sensible à beaucoup de moments et c'est fait avec beaucoup d'attention pour laisser une marque forte. Et c'est, je pense, l'épisode le plus méritant à cet égard-là. Ça laisse une marque, ça sait avoir un impact, un message fort et être émotionnel de façon très juste dans le drame, la tragédie que ça crée. C'est le plus réussi à cet égard-là et le numéro 1 pour moi. Je pense pas être le seul, même si peut-être que ça se jouera avec celui-là et d'autres, mais
Voilà, excellent épisode qui mérite d'être vu une fois qu'on a suivi le reste, parce que ça a plus de poids quand on a suivi le reste avant. Donc voilà qui fait le topo de cette longue série. Je vous remercie d'avoir suivi les quelques personnes qui sont intéressées par Stargate SG1. Sait-on jamais si ça connaît un succès monstre et que beaucoup de gens sont intéressés par ça. Peut-être que je m'attaquerai à Atlantis, un de ces quatre, mais je vous promets rien et je m'attends pas à grand chose, mais on verra bien. Merci d'avoir suivi, à très bientôt. Bye.